On est en train d'épuiser les humains comme les non-humains. Ça va très très vite. On rentre dans un monde de plus en plus variable. C'est pas du court terme, c'est du présent. C'est-à-dire que ça nous tombe dessus là. Nous sommes les générations futures des années 80. En 30 ans, on a perdu 80% des insectes volants en Europe. Donc on peut changer toute l'énergie, mettre des énergies renouvelables, tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de civilisation. Au niveau macro, aujourd'hui, il y a entre un tiers et 40% de la production alimentaire qui n'atteint jamais un estomac humain. Si on continue à faire de l'agriculture intensive, on va désertifier les territoires, on va générer des famines et on va générer de l'effondrement du monde agricole. On a construit un château de cartes. Donc maintenant, l'idée, c'est de renforcer, d'enrobuster tout ce qu'on a construit pour que ça puisse vivre dans les fluctuations. Là, tout ce qu'on a construit, ça ne tient pas. Actuellement, ça ne peut pas tenir dans la durée. Si on lit bien tout Darwin, on va plutôt conclure que c'est la survie des plus adaptables. C'est ceux qui peuvent changer, ceux qui ont la capacité de changer, qui survivent. Souvent, on me demande, mais c'est quoi une démocratie robuste? Et souvent, je réponds, bah, c'est une démocratie, tout simplement. En fait, il faut juste réaliser que cette histoire de croissance nécessaire à l'économie, c'est le modèle du parasite. Ça va marcher tant qu'il y a plein de ressources et tant qu'il n'y a pas d'externalités négatives. Ce qui nous arrive, c'est pas un problème écologique, c'est pas un problème social, c'est vraiment un problème culturel. Il va falloir sortir de l'idée que la performance est toujours positive. On est en plein burn-out, quoi. Il est temps de se réveiller, quoi. Olivier Hamon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, vous êtes biologiste et vous travaillez au sein du laboratoire de reproduction et développement des plantes de l'École normale supérieure de Lyon, où vous explorez les mécanismes du vivant jusqu'au niveau moléculaire et cellulaire. Vous dirigez l'Institut Michel Serres et vous êtes devenu une voix importante pour repenser complètement notre rapport au monde face à l'effondrement écologique. Vous êtes notamment l'auteur de La troisième voie du vivant et Antidote au culte de la performance, où vous montrez que notre obsession de la performance nous fragilise et que nous devrions nous inspirer de la robustesse du vivant pour survivre. C'est de tout ça dont on va parler dans cette interview. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan général de la situation de notre planète pour comprendre pourquoi il est nécessaire de questionner son mode de fonctionnement? Bah, merci de m'accueillir. Et c'est vrai que c'est des sujets centraux, en effet. Alors, un petit bilan, un petit constat comme ça. Alors, il y a quatre sujets. La pénurie de ressources, le climat, la biodiversité et les pollutions. C'est nos quatre sujets qui vont nous occuper. Alors la bonne nouvelle, c'est que bon, tout le monde est au courant hein, qu'il y a un problème. D'ailleurs, là, on est en pleine canicule, dôme de chaleur, etc. Donc on voit bien, on est en train de vivre un de ces événements extrêmes. Mais le truc, c'est qu'en fait, on garde le même vocabulaire. On va encore parler d'érosion de la biodiversité, alors que si on a un ordre de grandeur, hein, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés en masse sur les continents. 70% en 50 ans, donc c'est pas une érosion. Ouais, donc Aurélien Barraud, par exemple, parle de la première grande extermination, ce qui est, à mon avis, plus juste, au sens de justesse, hein. C'est pas une érosion, c'est même pas une extinction de masse, parce que ça va 1000 fois plus vite que l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, hein. Donc les dinosaures, ils ont mis 33 000 ans à disparaître après la météorite. Donc ça va très très vite. Les insectes, hein, c'est pareil. En 30 ans, on a perdu 80% des insectes volants en Europe, hein, 80% en 30 ans. Voilà, c'est vraiment 1000 fois plus vite que les dinosaures. Et est-ce que dans le monde de la robustesse, il y aura toujours des inégalités de richesse et sinon, bah, comment on fait pour s'en débarrasser? Alors, il y a toujours des inégalités. En fait, le monde de la robustesse cherche l'équité, pas l'égalité. Parce que l'égalité, vu qu'on part pas du même niveau, si on impose l'égalité à tout le monde, ça va générer de l'iniquité. Là aussi, il faut faire une phrase, hein, c'est l'inégalité qui génère l'équité. Et donc les inégalités qu'on voit, très simples, hein, c'est les toilettes, par exemple, hein. Il y a un toilette normal, un toilette handicapé, sont inégaux. Le toilette handicapé, il est plus grand que le toilette pas handicapé. Ça, c'est des inégalités au service de l'équité. Ça, c'est robuste, parce que là, en fait, on veut donner la parole à tout le monde, on ne veut pas réparer les personnes handicapées, on ne veut pas les faire rentrer dans le moule pour qu'ils soient tous pareils. Au contraire, ils ont un autre regard, donc on va prendre soin d'eux pour qu'ils nous apportent leur regard, en fait. Et donc là, c'est de l'équité qui est très favorable pour la société, qu'on veut préserver cette hétérogénéité. Et donc les inégalités, par contre, ce qui va se passer, c'est évidemment, il y aura un seuil haut. Donc c'est toutes les discussions qu'il y a lieu en ce moment hein, sur dans une entreprise, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, bah, ça devrait être x20 grand max, quoi. La CFDT est passée maintenant à x40, mais même ça, c'est déjà énorme, quoi. Aujourd'hui, on est à x400 hein, pour certaines entreprises, hein, donc c'est complètement fou. C'est ça qui est dingue. Et ça, encore une fois, hein, performance, compétition, violence, quoi. C'est hyper violent de travailler dans une entreprise quand on sait que le patron gagne vraiment plusieurs millions, voire dizaines de millions.
chaque année, hein, alors que nous, on est à peine au SMIC, quoi. Et est-ce que vous préconisez un modèle économique qui serait, plus robuste qu'un autre? Alors, il y a plein de modèles économiques. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les modèles économiques performants sont tous les mêmes, hein. Quand on regarde les bouquins de management des années 80, enfin depuis les années 80 et depuis même avant, hein, c'est que des bouquins de management au service de la performance, hein. C'est que des écoles de guerre, en fait. Faut être compétitif, faut être agressif, avec plein de mots, hein, anti-management, management libéré, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont toujours au service de la performance. Donc ça, c'est en fait, c'est un mono-modèle économique. C'est vraiment la croissance, c'est assez incroyable. Les modèles robustes sont très divers parce que ça sera très situé, ça va dépendre du territoire. Parce que la robustesse demande un ancrage territorial. Donc ce ne sera pas les mêmes si on est en France, si on est à Bordeaux, si on est à Paris, si on est au Venezuela. Ce sera forcément des modèles très très différents. Mais par contre, ce qu'ils ont pour eux, c'est des modèles qui ne sont plus du tout sur une courbe, disons, exponentielle de croissance. C'est plutôt des modèles où on est plutôt en oscillation. Donc ça veut dire que quand on monte, donc s'il y a un peu de croissance une année, on s'inquiète. Parce que ça veut dire que la deuxième année, on va croître un peu plus, et là, on est en train de s'enferrer dans une voie étroite, ça va casser, quoi. Donc en fait, on est rassuré quand on redescend. Et puis si on descend une deuxième année, de nouveau, c'est l'inquiétude, parce que là, on se dit, ah, là, je suis en train de baisser, il faut que je remonte, quoi. Donc c'est plutôt l'oscillation. Donc encore une fois, hein, c'est la circularité, les oscillations, c'est vraiment incroyable. Et ça permet d'explorer son espace de viabilité. Et puis si jamais un événement arrive, le contexte change, puisqu'on est tout le temps en train d'osciller, on a exploré cet espace. Donc en fait, on est toujours prêt à changer d'état. Donc on va muter et on va trouver un autre espace de viabilité. Puis hop, on va en trouver un autre. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on voit chez les êtres vivants, hein. La majorité des êtres vivants, c'est ça leur dynamique. En fait, ils oscillent dans leur espace de viabilité et puis ils se transforment. Hop, ils mutent, ils vont chercher un autre espace et puis voilà. Donc ça c'est ces modèles-là. Alors là, c'est très abstrait, mais en fait, quand on le voit, c'est déjà en train d'arriver. C'est ça qui est faux. Sur le tout réparable, en fait, c'est l'économie de la fonctionnalité. Je vais le dire assez facilement parce que c'est très pluriel. C'est une économie où en fait on produit moins, mais par contre ce sont des objets plus robustes. Donc pour l'industrie, hein, notamment, hein. Donc c'est des objets réparables, évoluables, adaptables, réparables par les citoyens dans le territoire, avec une asso du coin, avec une entreprise du coin. Ça donne de l'autonomie, de la souveraineté, et c'est des modèles où ben, on bricole un peu, quoi. Forcément, donc ça monte et ça descend, mais par contre on est insensible à l'inflation, on est insensible au contexte extérieur. Les modèles économiques qui viennent devront acquérir la culture de la variabilité. Il faut plutôt considérer que tous les modèles économiques qu'on a construits jusqu'à présent, la plupart en tout cas, sont coincés dans l'idéologie du monde stable et prévisible. Donc on met des KPI, on pilote, on met des objectifs. Tout ça, c'est de la sémantique du contrôle dans un monde stable, prévisible. Ça marche plus. Donc il va falloir passer à ces modèles dans un monde imprévisible, instable, incertain, où il y a des signes noirs. Donc c'est des modèles robustes. Mais pourquoi est-ce que la coopération, ça serait plus robuste, que la compétition? Alors c'est par définition. La coopération, c'est aller contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. C'est ça la définition, enfin en tout cas une définition de la coopération qui active le compromis performance-robustesse. Donc quand on est en coopération, on a compris qu'il fallait avoir plutôt une posture basse. Donc c'est ce que dit Charles Pépin. Dans le monde de la performance, on va plutôt dire le décideur, hein, le meneur va dire je veux, je sais comment faire, le dictateur éclairé, quoi. Donc ça c'est de la performance, on va aller très vite. Dans le monde de la coopération, le décideur, la décideuse, c'est un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie, je ne sais pas comment faire. J'ai envie, je ne sais pas comment faire. Donc si on dit j'ai envie, ben, on inclut tout le monde. Et si on dit je ne sais pas comment faire, c'est une posture basse qui crée un terrain d'émergence. Ça, c'est robuste, c'est de la coopération et ça demande d'aller contre sa performance individuelle. On sait peut-être très bien ce qu'il faut faire, mais il ne faut surtout pas y aller. En fait, il faut laisser la place à l'ouverture aux autres, quoi. Et est-ce que la démocratie, est compatible avec un monde plus robuste? Absolument. Alors souvent, on me demande, mais c'est quoi une démocratie robuste? Et souvent, je réponds, bah, c'est une démocratie, tout simplement. C'est qu'en fait, une démocratie, là, on est actuellement dans une forme de démocratie autoritaire. Il y a plein d'exemples, hein. Le 49.3, par exemple, c'est une façon de zapper le Parlement pour aller plus vite. Donc c'est plus performant, mais donc c'est plus fragile. Bah, d'ailleurs, on voit bien, hein, les lois qui ont été votées par le 49.3, notamment la réforme des retraites, bah, c'est pas très robuste, hein. Quelques années plus tard, on doit y revenir. C'est aussi l'idée que, ben, à une élection, il y a un parti qui arrive en premier, ben, le Premier ministre ne sera pas de ce parti-là. Donc tout ça, c'est de la démocratie autoritaire. Donc ce qui vient dans le monde de l'Europe, c'est c'est vraiment de la démocratie, quoi. En fait, on laisse parler, c'est émergent, et c'est pas seulement au niveau national. On réduit pas la démocratie au Parlement ou au gouvernement. C'est surtout la démocratie locale. Cette démocratie-là, elle est très plurielle, et voilà, et ça c'est robuste. Il y a des exemples, hein, de démocraties qui sont allées assez loin, et c'est notamment la démocratie athénienne. Chloé Santorio en parle très bien. C'est une démocratie, une forme de démocratie radicale
où les citoyens, alors pas les esclaves, hein, là on parle donc il y a aussi un problème de ce côté-là, mais si on prend juste les citoyens de la démocratie athénienne, c'est des citoyens qui sont en rotation, donc de façon aléatoire, qui vont prendre le pouvoir, mais qui ont un temps de pouvoir déterminé. C'est des citoyens qui sont rémunérés pour assister à des spectacles culturels, parce que la culture, c'est le ciment de la démocratie. Quand il y a des crises budgétaires à Athènes, on augmente les budgets de la culture, parce qu'on a bien compris que la culture, c'était le lien social, que c'était le ciment, que c'était l'antidote à la guerre, hein. Ça, c'est Freud qui le dit aussi, hein. Donc c'est incroyable. Là, on a des exemples de démocratie à la racine, il y a 2500 ans, c'était ça, quoi. Et là, on voit bien qu'on est dans une forme de démocratie autoritaire, on fait exactement le contraire, on zappe, on veut être plus performant, c'est l'État efficace, et on sabre les budgets de la culture. Alors bien souvent, on constate que les gens condamnent le rôle de la parole par rapport à celui de l'action. On veut agir tout de suite, très fortement. Pourquoi la parole, qui finalement est moins performante à première vue que l'action, a un rôle indispensable pour construire une société plus saine? Alors oui, la parole est importante, mais quand même, j'entends l'idée que les actions sont aussi très importantes. C'est un peu la question de l'exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des très belles paroles, mais que son comportement dit le contraire, ça peut être très problématique et surtout, c'est un peu de l'injonction. En fait, on délègue aux autres des choses qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc, l'exemplarité, bon, là, il y a quelque chose. Et donc, ça veut dire que dans les actes, s'aligner à ses paroles. Alors, c'est toujours pareil. Si on fait de l'exemplarité performante, ça va être une forme d'extrémisme. On est déjà arrivé à destination et puis on dit, bah voilà, il faut faire ça. Il y a toute une liste de choses à faire. Et là, vous allez être accepté dans le monde là, qui est parfait, quoi. Donc ça, c'est évidemment, ça va braquer tout le monde. Personne ne va y aller. Ça donne pas envie, hein. Donc l'exemplarité doit être sous-optimale. Pareil, il ne faut pas que l'exemplarité soit performante. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir des actes, une forme d'exemplarité où on en parle. Et en fait, l'exemplarité, elle est des deux côtés. On va parler de ce qu'on fait qui pour nous est important, et puis on va aussi parler des choses qu'on fait et pour lesquelles on est en contradiction. Et on se sent pas très à l'aise avec, on est en chemin. Donc ça veut dire, là, toujours pareil, posture basse, pas performante, parce que là, on est très incohérent en fait avec nous-mêmes, mais on le déclare. Et donc ça, c'est de l'exemplarité sous-optimale, parce que là, on lance un dialogue. Et en fait, on embarque son interlocuteur. Et donc c'est là où on fait de l'hybridation entre les paroles et les actes, c'est qu'en fait, les paroles vont être au service d'une exemplarité sous-optimale qui permet d'embarquer un collectif. Et donc on est en chemin, on n'est pas à destination. Là, on ne va pas braquer les gens, au contraire, on va discuter, quoi. On va faire des désaccords féconds à la Patrick Vivray, on va dialoguer, quoi. Et donc c'est là où la parole, elle est vraiment essentielle. Il faut juste réaliser que quand on échange, en fait, ce qu'on échange, c'est nos désaccords. On n'échange pas pour être d'accord. Parce que si on est d'accord, si on échange pour être d'accord, on est dans une secte, hein. Et du coup, on n'échange plus. Il n'y a plus besoin d'échanger puisqu'on est d'accord. Donc si on échange, c'est qu'on n'est pas d'accord. Il y a des choses à discuter. Et là, c'est intéressant. Ça, c'est typiquement des incohérences, de l'hétérogénéité, de la redondance, hein, parce qu'on va discuter un certain nombre de fois. Mais ça, c'est très robuste. Ça fait du lien social et ça fait qu'on fait chemin ensemble. On se doute bien qu'un tel changement de société, finalement, bah, ça ne va pas venir par une décision raisonnée enfin, de ceux qui gouvernent le monde, mais plutôt par le bas. Est-ce que vous pensez qu'une telle révolution peut venir de la société civile? Alors, elle vient de la société. C'est ça qui est fou, c'est que c'est en train d'arriver en ce moment. Quand on regarde bien, les collectifs les plus avancés sur ce monde de la robustesse, ce sont les collectifs citoyens, les entreprises, les territoires qui sont déjà dans les fluctuations. Il n'y a pas le choix, hein. Quand il y a beaucoup de fluctuations, il faut être robuste. Donc, on développe la coopération, le réparable, encore une fois, les voitures partagées, les approches participatives, les conventions citoyennes. Tout ça, ça vient des territoires qui sont soumis à des fortes fluctuations. Les pays du Sud, hein, par exemple, hein, l'agroécologie, ça vient de l'Amérique du Sud, hein, par exemple, hein, le tout réparable, l'Afrique ne nous a pas attendu. Enfin, tout ça, c'est des exemples où on voit que les citoyens qui sont déjà dans les fluctuations sont déjà en train d'inventer le monde robuste qui vient. Donc là, il y a une notion qui est très utile pour avancer, c'est la notion de minorité active. Une minorité active, sa force, c'est pas sa taille, c'est son hétérogénéité. Donc une minorité active, c'est un petit groupe de personnes, donc ça peut être 2000 personnes, ça peut être 10 000 personnes, ça peut être 1 million, mais c'est pas forcément très grand. Mais par contre très hétérogène, c'est-à-dire que dedans, il y a des classes sociales qui se voient pas d'habitude, il y a des secteurs économiques qui ne se croisent pas d'habitude, donc on va avoir des éboueurs, des PDG, des universitaires, enfin c'est très mélangé, quoi. Et là, ce que ça crée, c'est un groupe qui représente toute la société. Parce que vu que c'est très hétérogène, tout le monde se sent représenté. Et cette minorité, elle active quoi? Elle active une majorité silencieuse.
La majorité silencieuse, c'est celle qui se sent représentée par ce collectif-là et qui ne va pas lutter contre le changement qu'elle impose ou qu'elle veut faire avancer. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est notre meilleur outil non violent pour transformer la société. Si on commence à basculer et de le faire de façon non violente grâce à ces minorités actives, ces liens avec le cœur du système, bah là, on a des chances de basculer en faisant beaucoup moins de casse et de construire, de co-construire ce monde de la robustesse. Alors l'époque moderne a été marquée par l'idée de progrès. Est-ce que vous pensez qu'il faut oublier cette idée de progrès? Ah non, au contraire, il faut la renommer, enfin la requalifier. Le progrès, pendant très longtemps, on a réduit ça à des gains de performance. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on a réduit le progrès, mais c'est pareil pour l'innovation, hein. L'innovation, on a aussi réduit ça à des innovations qui sont au service de la performance. Alors qu'en fait, le progrès ou l'innovation ne sont pas nécessairement toujours au service de la performance. Le progrès et l'innovation, ça peut être au service de la robustesse. Et donc, bah, j'ai cité quelques exemples, hein, mais il y a tous ces nouveaux matériaux de la bioéconomie circulaire, ça c'est plutôt au service de la robustesse. Le progrès, en fait, c'est un mot où on a compris qu'on allait inventer des systèmes robustes qui sont au service de la robustesse du territoire. Ça, c'est la santé commune. Santé des milieux naturels, qui nourrit la santé sociale, qui nourrit la santé des humains. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire atterrir le progrès dans un monde fluctuant pour les sociétés humaines. Et donc c'est là où il y a quelque chose à faire, c'est qu'il ne faut pas mettre le progrès à la poubelle, au contraire. En fait, le progrès est un mot qui est de plus en plus critiqué, justement, parce qu'en fait, on voit bien, ça ne marche plus, là, ça nous envoie dans le mur, donc on a envie de dégager le progrès. Non, non, faut se réapproprier ces mots-là. Il y a plein de mots comme ça qu'on peut se réapproprier, hein, souveraineté, patrie, tout ça. Des mots, en fait, qu'on peut se réapproprier, mais dans le monde fluctuant. Et là, on leur fait changer de... Enfin, c'est pas qu'on leur fait changer de sens, hein, on les fait atterrir, quoi, dans un monde fluctuant. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, d'un groupe argentin qui a montré, je vais le dire de façon trop rapide, en fait, ils ont fait une analyse des animaux, enfin, de différentes espèces dans différents milieux, et ils ont regardé, ils ont corrélé la fréquence des cancers chez ces animaux et au fait si ces animaux sont plus ou moins compétitifs ou coopératifs. Et ce qui est incroyable, c'est que les animaux qui coopèrent ont moins de cancers. Et les animaux très compétitifs ont plus de cancers. Donc là, c'est vertigineux, hein, donc en gros, c'est la coopération tue le cancer, quoi, hein, c'est un peu, si on doit résumer, hein. Faut peut-être s'interroger sur la fréquence des cancers dont on souffre, hein, actuellement. Alors, il y a toutes les pollutions chimiques, etc. Mais il y a aussi nos modes de vie, le stress. On sait que le stress est un facteur de cancer, hein. Donc, bah, voilà, si on est dans la sérénité par la robustesse, parce qu'on a pris suffisamment de marge de manœuvre, ça sera certainement très bon pour notre santé. Et le cancer, c'est un exemple.